Bonjour et bienvenue à la chaîne Reconnue Victime. Nous poursuivons la formation pour l'accompagnement des victimes de violences et la compréhension des violences. Nous avons parlé dans les vidéos précédentes sur les violences, leur définition, types et caractéristiques, les mécanismes des violences et de l'emprise, et dans cette vidéo et la vidéo prochaine aussi, sur les conséquences des violences sur les victimes et notamment le stress post-traumatique, et nous terminons cette première formation par les procédures et les sanctions contre les agresseurs. Conséquences des violences sur les victimes. Définissons tout d'abord la courbe de deuil ou de changement. Lorsqu'un événement traumatique survient dans notre vie, nous passons par différentes phases. La phase de choc, déni, colère, peur, tristesse, et puis la courbe remonte avec l'acceptation, le pardon, quête de sens ou renouvelé, jusqu'à sérénité, croissance et l'intégration du nouveau événement, le trauma, dans notre vie. Expliquons ceci. La courbe de deuil est le processus naturel par lequel passe une personne qui fait face à un changement soudain ou un événement traumatique dans son quotidien. Elle peut passer par différentes étapes ou phases pour essayer d'accepter le changement subi et d'avoir du sens de la situation vécue. La phase du choc, sidération, le changement a été annoncé. Il est vécu comme brutal. L'agression, l'événement traumatique, la perte d'un proche, et ainsi de suite. Deuxième phase, c'est la phase du déni ou de la négation. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire, ça ne peut pas être définitif, je ne peux pas l'imaginer, et ainsi de suite. Le déni est d'autant plus fort que le changement touche à quelque chose d'important. La colère, sortie du déni, la personne fait face à la réalité qu'elle ne peut pas accepter. Un sentiment d'injustice, une colère, souvent une recherche de son inconfort. La peur, la colère était encore une manière de ne pas affronter la réalité. Cette étape passée, c'est la peur qui se manifeste face à la situation présente et future. Peur de l'inconnu, peur de l'inconfort, peur des difficultés nouvelles, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Période de stress et de grande anxiété. Tristesse, abattement, début de l'acceptation. Prise de conscience pleine de ce qui a été perdu et du caractère définitif de la perte. Regret et nostalgie. La tristesse peut prendre la forme de l'abattement, du découragement, de la nostalgie. Elle croît progressivement jusqu'à la dépression. Elle donne l'impression d'aller vers le pire, alors qu'elle clôt la descente et mène au renouveau. C'est une étape de transition vers la phase ascendante. Acceptation. La personne qui vit le deuil change de regard. Elle se tourne vers l'avenir et essaye de faire avec. Elle n'est plus enfermée dans le deuil, le mouvement en avant devient possible. La phase du pardon. Le pardon à soi-même. On se libère de la culpabilité et la compréhension ou la justification des faits des auteurs de la perte. Et dans cette phase, beaucoup disent il faut pardonner à l'agresseur. Mais non, pas du tout. Ici, il faut pardonner à soi-même. Il faut se libérer de cette culpabilité, de ce sentiment qu'on a fait quelque chose de mal. Si on est victime, c'est pas à nous d'avoir cette culpabilité. C'est à l'agresseur. Et c'est à nous, quand on sera bien forte, qu'on peut décider ou pas de pardonner à l'agresseur. Mais là, la phase du pardon, elle concerne justement la victime ou la personne qui a subi un trauma. Quête de sens et de renouveau. La personne trouve des bénéfices à la nouvelle situation. Sans ce changement, elle n'aura pas connu ces bénéfices. Sérénité et croissance, le changement est entièrement intégré, la page tournée, on regarde vers l'avenir, on retrouve l'enthousiasme pour de nouveaux projets. Et la courbe du deuil ou de changement se termine.
Bien sûr, nous pouvons aller à l'avant, un pas en avant, un pas à l'arrière. Dans cette courbe et dans ces phases, c'est tout à fait normal, mais généralement, nous pouvons passer par ces différentes phases. Le stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, un événement est traumatique lorsqu'une personne s'est trouvée confrontée à la mort, à la peur de mourir ou à des graves blessures, ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée. L'événement traumatique peut avoir des conséquences pendant et juste après, des conséquences sur le long terme et des conséquences différées. Faisons la différence. Parmi les conséquences immédiates de l'événement traumatique, nous pouvons trouver les 3 réactions qui s'appellent en anglais fight, flight or freeze. Fight, ça veut dire combattre, attaque, se défendre. Flight, ça veut dire la fuite ou l'évitement. Freeze, ça veut dire le figement, le blocage, la sensation qu'on est hors de notre corps et que l'événement se passe à quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un événement traumatique arrive, par exemple une agression, la personne peut réagir de différentes manières. Soit elle va combattre l'agresseur, elle va se défendre, elle va le pousser, soit elle va fuir, elle va éviter cet événement, elle va essayer de trouver une sortie, soit le plus fréquent justement c'est freeze, c'est-à-dire ce sentiment de figement. Je suis en dehors de moi, de mon corps. Ce qui arrive, ça arrive à quelqu'un d'autre. On ne peut pas agir, on est juste figé dans notre place. La personne ne peut pas choisir la réaction qu'elle peut avoir, c'est pour cela que les personnes qui accompagnent les victimes ne peuvent pas leur dire « mais vous aviez dû faire ça, vous aviez dû vous combattre, vous aviez dû vous fuir, vous aviez dû ne pas figer ». Non, parce qu'on ne peut pas choisir la réaction qui arrive dans un événement traumatique. Parmi les conséquences juste après l'événement, agitation, angoisse, absence d'émotion, souvenirs intrusifs, comportements décalés, réactions corporelles différées comme des vomissements, des crises de panique, des tremblements, des difficultés de respiration, des crises de tétanie où notre corps ne bouge plus, ou comme on a dit tout à l'heure, absence d'émotion, ça veut dire qu'on peut ne rien sentir. Parmi les conséquences différées pour les victimes, insomnie, cauchemar, irritabilité, isolement, colère, peur, honte, autoreproche, violence ou conduite pathologique, alcoolisme, etc., dépression, perte d'estime de soi, peur intense, effroi, sentiment d'impuissance, sentiment d'horreur, hypervigilance, reviviscence, flashback, perte d'intérêt et de motivation, repli sur soi. La victime peut également avoir des comportements d'évitement, éviter la foule, éviter les transports en commun, et ainsi de suite. Parmi les conséquences sur le long terme pour les victimes, si l'état de stress dure plus d'un mois et sur le long terme, il devient chronique. On va parler de troubles de stress post-traumatique, TSPT, appelé également état de stress post-traumatique, ESPT, ou syndrome du stress post-traumatique, SSPT, en anglais en une seule expression, Post-Traumatic Stress Disorder. Les troubles du stress post-traumatique, TSPT, sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Ce trouble est une réaction consécutive à une situation durant laquelle l'intégrité physique ou psychologique du patient ou celle de son entourage a été menacée ou effectivement atteinte, notamment en cas de torture, de viol, d'accidents graves, de mort violente, de maltraitance, de négligence de soins de la petite enfance, de manipulation, d'agression, de maladies graves, de naissance, de guerre, d'attentats ou d'accouchement.
Les troubles du stress post-traumatique se manifestent par une reviviscence répétitive des événements qui peut se manifester sous différentes formes. Des flashbacks soudains faisant revivre la scène ou faisant penser qu'on se trouve en présence de son agresseur, l'intrusion involontaire et envahissante d'images ou de pensées relatives à l'événement, des cauchemars de répétition où la peur réflexe face à des bruits ou à des mouvements brusques. Un évitement des pensées, des discussions ou des personnes en rapport avec le traumatisme qui visent d'abord à ne pas faire face à la douleur liée au trauma, de la peur des idées intrusives qui guident cet évitement vont découler des tentatives pour les supprimer de la mémoire. Des troubles de l'humeur et un émoussement de la réactivité, des affects et de l'intérêt pour les activités habituelles, le développement de signes d'une activité neurovégétative comme l'hypervigilance, irritabilité, difficulté de concentration ou troubles du sommeil. Les troubles du stress post-traumatique après un viol, en anglais s'appelle Rape Trauma Syndrome. C'est un type de trouble qui consiste en un dysfonctionnement physique, émotionnel, cognitif, comportementaux et de la personnalité. Comme le TSPT, des syndromes psychologiques et physiques peuvent surgir durant, immédiatement, après et pendant des mois et des années après le viol. Voilà pour cette fois et nous continuons sur la présentation la prochaine fois. Donc, la note de fin comme toujours, cette présentation est le fruit de plusieurs sources en ligne, plusieurs articles et livres lus et de plusieurs formations des associations des droits de victimes et de lutte contre les violences et des agissements sexistes et sexuels. Son objectif est de sensibiliser les personnes au soutien des victimes et de la lutte contre les violences faites à leur regard. Merci et à la semaine prochaine.